Un grand chantier de fouilles débute en Pologne à la recherche d'un mystérieux train rempli de trésors enfouis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement polonais a donné son feu vert et le site a été dégagé. L'armée vérifie maintenant la présence de pièges explosifs nazis. La fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement laissé des ruines visibles. Toute l'Europe a été marquée par des mystères, des silences et des richesses cachées. La chute du Troisième Reich n'a pas seulement signifié l'effondrement de sa machine de guerre, mais aussi la dispersion d'immenses ressources de biens pillés, de l'or, des devises et des œuvres d'art confisquées et des objets de valeur systématiquement transportés depuis les territoires occupés. Alors que la Reichsbank en Allemagne transférait ses actifs dans les profondeurs de la mine de Merkers pour les protéger de l'avance des Alliés, d'autres itinéraires furent établis loin du front direct. Face à une défaite imminente, le régime dispersa ses richesses par des canaux inattendus. Une partie fut documentée dans les archives militaires. D'autres ne survécurent que sous forme de rumeurs persistantes. Au sud-ouest de l'Europe, l'Espagne devint un couloir discret. Parmi les documents déclassifiés du département de la guerre américain, entre 1942 et 1945, plus de 150 tonnes d'or nazi furent transportées par la frontière aragonaise à King-Frank, acheminées par des camions suisses vers les banques centrales de Madrid et de Lisbonne. Parallèlement, une histoire presque inconnue perdura aux Pays-Bas. En 1944, après le bombardement d'une succursale bancaire à Arnhem, des soldats allemands pillèrent des bijoux, des montres et des lingots d'or qu'ils enterrèrent ensuite à la périphérie du village d'Omeren, selon des documents révélés des décennies plus tard. La découverte d'une carte dessinée à la main relança des recherches fiévreuses des années plus tard. Pendant plusieurs jours, cette paisible campagne fut envahie par des chasseurs de trésors armés de détecteurs de métaux. Ce qui semblait être un écho oublié de la guerre reprit vie. Pendant ce temps à l'Est, la Pologne devint le théâtre de l'une des légendes les plus durables liées au conflit. Les récits d'un train nazi qui aurait disparu dans les tunnels de Silésie avec une cargaison d'une valeur inestimable. Ce documentaire mène une enquête rigoureuse sur la manière dont les richesses du Troisième Reich furent dispersées et ce qu'il en advint finalement. Le secret bancaire nazi le mieux gardé. Le matin du 3 février 1945, Berlin fut secoué par l'un des bombardements les plus dévastateurs de la guerre. Parmi les nombreuses cibles touchées, le majestueux bâtiment central de la Reichsbank, l'institution financière la plus puissante du Troisième Reich, revêtit une importance particulière. Située au cœur de la capitale, la Banque d'État avait jusqu'alors résisté aux effets du conflit, mais ce jour-là, elle subit au moins 20 impacts directs. L'édifice rivalisant en taille avec l'ancienne chancellerie du Reich fut partiellement détruit. À l'intérieur, plus de 5000 employés se réfugièrent dans les sous-sols de la banque. Lorsque les bombes commencèrent à tomber sur la structure, l'obscurité, la poussière et le bruit provoquèrent des scènes de panique. Les lumières s'éteignirent, les murs tremblaient comme du papier, et les cris de terreur se mêlaient au vacarme des plafonds qui s'effondraient. Malgré la brutalité de l'attaque, aucune victime mortelle ne fut enregistrée. Le président de la banque, Walter Funk, raconta plus tard que sortir vivant de cet abri fut un pur coup de chance. Après le bombardement, l'édifice offrait un spectacle sinistre, murs fissurés, meubles détruits et papiers fumants parmi les décombres. Cependant, le plus troublant était que malgré les graves dommages à la structure extérieure, les coffres-forts restaient intacts. Les coffres-forts restaient intacts. À l'intérieur reposait une grande partie de la fortune du régime nazi, et Walter Funk, remplacé par un homme plus docile, décida de rester fidèle au système. C'est Emil Poe qui organisa le stockage et la redistribution de l'or nazi. Pendant la guerre, la Reichsbank accumula des métaux précieux provenant de nombreux pays occupés. De la Tchécoslovaquie, plus de 2 millions de dollars en or furent saisis. De la Hongrie, 32 millions. La France, via les réserves belges stockées à la Banque de France, fournit 200 millions. Même en se retirant d'Italie, les Allemands emportèrent 100 millions supplémentaires. On estime qu'à son apogée, les réserves de la Reichsbank atteignirent 500 millions de dollars de l'époque. Une grande partie de ces fonds fut répartie à travers l'Allemagne. Malgré cela, Berlin restait le centre principal de ces richesses pillées. Alors que la fumée flottait encore au-dessus des ruines de la Banque centrale allemande, les autorités du Reich agissaient dans l'urgence. Le transfert du personnel et des actifs financiers devint une priorité absolue. Une décision claire fut prise d'évacuer les principaux départements vers Weimar et Erfurt, tandis que les biens d'État devaient être transportés vers un lieu plus sûr caché sous terre.
La cible choisie fut la mine de potasse de Merkers dans le land de Thuringie, à plus de 300 km de Berlin. Le 9 février, le premier convoi partit. 1000 sacs remplis de billets équivalents à 1 milliard de marques du Reich, ainsi que des devises étrangères, dont plus de 4 millions en dollars américains, prirent la direction de Merkers. 3 jours plus tard, ce fut au tour de l'or. Environ 100 tonnes d'une valeur estimée à plus de 200 millions de dollars de l'époque. Le transport nécessita 13 wagons de marchandises et son déchargement dura 3 jours entiers. Les lingots furent déposés dans ce qu'on appelait la chambre numéro 8, une cavité située profondément dans la mine de Kaiserroda. Pendant des semaines, cette immense richesse resta cachée sous les plaines de Thuringie. Mais la tranquillité fut de courte durée. Fin mars, les forces de la 13e armée américaine commandées par le général Patton franchirent le Rhin et entamèrent une marche fulgurante vers l'est. Le 4 avril, elles atteignirent la région de Merkers. La tentative allemande de ramener l'or à Berlin échoua. Les lignes ferroviaires étaient paralysées et seule une partie des billets put être sauvée. Les 500 sacs restants furent abandonnés dans les tunnels. La chute de Merkers passa initialement inaperçue, mais 2 jours plus tard, un événement inattendu changea la donne. 2 gendarmes militaires américains patrouillant en Jeep offrirent leur aide à 2 femmes déplacées. Au cours du trajet, l'une d'elles indiqua l'entrée de la mine et révéla que de l'or du Reich s'y trouvait. Cette information fut rapidement confirmée par d'autres témoins, dont des prisonniers de guerre britanniques ayant participé au déchargement quelques semaines plus tôt. Le 7 avril, le 90e régiment descendit dans la mine. Ce qu'ils y trouvèrent dépassa toutes les attentes. Des piles de sacs de billets, des lingots d'or, des bijoux et autres objets précieux alignés le long des couloirs souterrains. La chambre principale, protégée par un mur de briques et des portes en acier, fut finalement ouverte à la dynamite. À l'intérieur intact attendait le cœur financier du Troisième Reich. Cette descente dans la mine n'était pas une simple inspection. Les officiers américains pénétrèrent dans une caverne creusée dans le sel d'une taille colossale. La première chose qu'ils virent fut plus de 7000 sacs soigneusement rangés. Chacun contenait des pièces ou des lingots d'or pesant en moyenne entre 25 et 35 kg. On compta plus de 8500 lingots et une énorme quantité de pièces d'une valeur dépassant 126 millions de dollars, incluant des francs suisses, des francs français et des centaines de sacs de pièces américaines de 20 dollars. Un employé de banque capturé dans les environs, le Dr. Werner Weick, confirma que le butin contenait des pièces provenant de près de 10 pays différents. Outre l'or et l'argent, les soldats découvrirent des centaines de tonnes d'archives et d'œuvres d'art. Dans une galerie adjacente reposaient plus de 400 tonnes de toiles provenant de musées allemands, incluant des œuvres de Rembrandt, Van Dyck, Titian et Dürer. On y trouva également une précieuse sculpture égyptienne, une petite statuette de la reine Néfertiti. Cette découverte était si importante qu'Eisenhower, Patton et Bradley descendirent personnellement dans les souterrains pour l'inspecter. Dans une atmosphère mêlant plaisanterie et tension, les généraux parcoururent les tunnels gardés par leurs propres soldats. Patton plaisanta sur l'or découvert, tandis qu'Eisenhower examinait des piles de marques du Reich destinées aux soldes d'une armée en déroute. Malgré les mesures de sécurité, Patton insista pour évacuer tout le contenu. Le 14 avril, le transport vers le siège de la Reichsbank à Francfort commença. Il fallut 32 camions, des convois armés, une couverture aérienne et une protection nocturne. Au total, 11 750 conteneurs furent transportés. Bien que l'opération se soit officiellement déroulée sans incident, des rumeurs persistèrent pendant des années au sujet d'un camion porté disparu pendant le transport. 2015. Un radar qui découvrit l'or nazi. Alors que le trésor de Merkers était transporté sous contrôle allié dans le sud de la Pologne, une des légendes les plus tenaces de la fin de la guerre commençait à prendre forme. Selon divers témoignages transmis depuis 1945, un train blindé nazi aurait pris la route chargé de centaines de tonnes d'or, de bijoux d'armes et d'œuvres d'art pilées. Le convoi aurait été dirigé vers l'ouest, mais n'atteignit jamais sa destination. La théorie la plus répandue suggère qu'il fut intentionnellement détourné vers une voie secondaire cachée, probablement reliée à une mine ou à des tunnels creusés sous l'un des châteaux de la région. Ce lieu lié au projet mystérieux et inachevé Riez fut l'objet de nombreuses recherches infructueuses au fil des décennies. Cependant, l'histoire perdura grâce à Tadeusz Słowikowski, un habitant de Wałbrzych, qui consacra sa vie à enquêter sur ce prétendu train. Il en entendit parler pour la première fois en 1950 à l'âge de 20 ans.
Sa motivation n'était pas seulement historique, sa mère mourut à Auschwitz. Peu après la guerre, il sauva un Allemand nommé Schulz, qui, en guise de remerciement, lui parla d'un passage souterrain près d'une voie ferrée. Un autre témoin employé des chemins de fer assura avoir vu des rails pénétrer dans un tunnel qui fut muré peu après. Il affirma avoir gardé le silence pendant des décennies par peur après avoir été témoin de l'exécution d'une famille vivant près des voies. Le 5 mai 1945, juste avant l'arrivée de l'armée rouge, les habitants furent fusillés et leurs maisons rasées. Depuis la fenêtre la plus haute, dit Slovikovski, on pouvait clairement voir les trains entrer et sortir de cette zone. Cette maison est restée abandonnée depuis. Au fil des ans, Slovikovski créa des modèles détaillés selon sa théorie deux voies parallèles traversant les collines avec une bifurcation menant à une galerie cachée. Cependant, il ne fut pas autorisé à mener des investigations avant 2003, période durant laquelle il fut harcelé. On le menaça avec des hommes armés, on empoisonna son chien, on attaqua sa maison et on sabota sa ligne téléphonique. Selon lui, tout cela était typique des anciens services secrets. Il supposait que le train aurait pu être caché dans l'une des nombreuses mines indiquées sur les cartes de l'époque, certaines probablement encore piégées. Cette version coïncide avec l'opinion de Magdalena Watch, directrice du château de Xiong, qui affirmait qu'il pourrait exister d'autres trains cachés contenant des œuvres d'art ou des documents confidentiels. Le maire de Wałbrzych, Roman Sewemey, admet que la région restait pleine de mystères. Le témoignage de Słowikowski et les soupçons concernant un complexe souterrain sous le château de Książ maintinrent la légende en vie, mais ce n'est qu'à l'été 2015 que l'histoire semble prendre une forme tangible. Le 20 août, deux chercheurs indépendants, l'Allemand Andreas Richter et le Polonais Piotr Kupper, annoncèrent avoir localisé le légendaire train d'or nazi à l'aide d'un radar pénétrant le sol. Selon leurs affirmations, le convoi était caché à environ 50 mètres sous terre dans une région montagneuse de la Basse-Silésie où le XIIIe Reich construisait des complexes souterrains pendant la guerre. L'annonce provoqua un retentissement immédiat. Les médias internationaux s'intéressèrent à l'histoire, et pour la première fois depuis des décennies, les spéculations locales reçurent un soutien institutionnel. Les découvreurs transmirent leurs conclusions via un avocat. Une image montrait un contour allongé correspondant, selon eux, à un train blindé de 120 à 150 mètres de long. Quelques jours plus tard, le vice-ministre polonais de la culture de l'époque, Piotr Żuchowski, fit une déclaration forte. Après avoir examiné les données initiales et reçu des rapports techniques, il se dit convaincu à 99% que le train avait bel et bien été retrouvé. Il précisa toutefois qu'aucune preuve irréfutable ne confirmait qu'il était chargé d'or comme le prétendait la légende. Cependant, l'enthousiasme retomba rapidement. À la mi-décembre, plusieurs experts de l'Institut technico-scientifique de l'Université Jagiellon de Cracovie dissipèrent l'euphorie initiale. Lors d'une conférence de presse tenue le 15 décembre, le professeur Janusz Madej résuma les résultats d'une analyse indépendante. Une structure souterraine, peut-être un tunnel, pouvait exister, mais il n'y avait aucune preuve de la présence d'un train. Malgré cette réfutation, l'agitation fut significative. Pendant plusieurs semaines, les autorités locales, les médias étrangers et les curieux restèrent à l'affût d'une découverte qui, pendant un instant, sembla transformer le mythe en fait documenté. Les attentes suscitées par cette prétendue découverte dépassèrent toutes les prévisions. La ville de Wałbrzych, anciennement connue sous le nom de Waldenburg, devint l'épicentre d'un mouvement extraordinaire de chasseurs de trésors de curieux et de journalistes internationaux. Les autorités locales ne tardèrent pas à créer une commission chargée de délivrer des autorisations pour explorer le site. Même les découvreurs présumés du train Richter et Cooper annoncèrent leur intention de créer un musée dédié à cette trouvaille. L'armée polonaise se joignait aux opérations non pas par intérêt archéologique, mais en raison de la possibilité que des explosifs de la Seconde Guerre mondiale subsistant dans la région. Cependant, à mesure que les travaux d'excavation avançaient, des voix critiques commencèrent à se faire entendre. Wisław Nawrocki, chercheur à l'Institut d'optimisation des processus de Cracovie, qualifia l'image du géoradar publiée par les découvreurs de manipulation grossière. De son côté, l'historien allemand Ingo Loss, de l'Institut d'histoire contemporaine de Munich, décrivit l'histoire comme une nouvelle spéculation. Dans une interview au magazine Stern, il déclara qu'il ne croirait qu'en voyant le train de ses propres yeux. Malgré le scepticisme, il existait des raisons sérieuses de ne pas rejeter totalement l'hypothèse. Pendant des décennies, une version circulait en Silésie selon laquelle, fin 1944,
et début 1945, les autorités nationales socialistes confisquèrent lors de la ville de Breslau, aujourd'hui Wrocław, et le chargèrent avec des bijoux et des documents dans un train blindé qui n'atteignit jamais sa destination. Face à l'avancée soviétique et à l'effondrement imminent du front de l'Est, la cargaison aurait été dirigée vers l'ouest du Reich. Peu après la guerre prit fin et les Alliés cédèrent la Silésie à la Pologne en compensation des pertes territoriales à l'Est, certains affirmaient que le convoi avait disparu près du château de Książ, à seulement 3 kilomètres de Wałbrzych, comme le soutenait Słowikowski. D'autres pointaient les collines près de Pieszowice en s'appuyant sur un document vu par un entrepreneur local. Un autre élément alimentant la possibilité d'un train caché était le contexte lui-même. Les montagnes des Hiboux abritent les vestiges du projet Rissé, un système de tunnels fortifiés dont l'objectif n'a jamais été entièrement élucidé. Il est établi que le Troisième Reich prévoyait d'y établir un quartier général souterrain, des usines militaires et des abris stratégiques avec le château de Książ comme pivot du complexe. Aucun de ces ouvrages ne fut achevé. Le système RIS, composé de 7 structures inachevées, fut construit dans des conditions inhumaines par des prisonniers du camp de concentration de Gross-Rosen et de ses annexes. Selon les archives d'une fondation qui préserve la mémoire de ce lieu, au moins 13,97 personnes perdirent la vie durant sa construction. Malgré la controverse croissante et le scepticisme de la communauté scientifique, les autorités autorisèrent de nouvelles inspections. En novembre 2015, 2 études indépendantes furent menées. L'une sous la direction de Piotr Koper et Andreas Richter, l'autre par l'Académie des mines et de la métallurgie de Cracovie qui conclut qu'il est compréhensible de commettre des erreurs, mais persister dans l'erreur est une autre chose. Une troisième analyse menée par l'Académie des mines et de la métallurgie de Cracovie aboutit à des conclusions similaires. Aucun signal indiquant la présence d'un train sous terre ne fut détecté. Malgré cela, grâce au soutien d'investisseurs privés, les préparatifs pour les fouilles se poursuivirent tout au long de l'année 2016. En avril de la même année, les autorités locales reçurent une lettre anonyme de 10 pages. Le document contenait des cartes détaillées des coordonnées techniques et le témoignage d'un prétendu témoin affirmant avoir vu 3 wagons cachés derrière une trappe métallique sur une bifurcation ferroviaire secrète. Les autorités jugèrent ces informations cohérentes et crédibles, mais l'expéditeur ne déposa aucune demande formelle, et selon la loi en vigueur, toute fouille sur des terrains susceptibles de contenir des vestiges de guerre devait être approuvée par le Bureau de protection des monuments. Le 15 août 2016, les fouilles officielles commencèrent. 64 spécialistes participèrent, dont des géologues, des archéologues, des chimistes, des ingénieurs et des experts en explosifs. 7 jours plus tard, les travaux furent interrompus. Aucun convoi, aucune infrastructure ferroviaire, ni aucun signe d'activité humaine ne furent découverts. Koper et Richter reconnurent publiquement que l'image radar représentait en réalité des formations naturelles de glace et de roches. Malgré cet échec, Wałbrzych connut une augmentation inattendue du tourisme. Le nombre de visiteurs augmenta de 44% et la couverture médiatique généra des retombées publicitaires estimées à plus de 200 millions de dollars. On envisagea même de consacrer un rond-point aux 2 chercheurs et fin 2016, Koper et Richter annoncèrent la création d'une fondation visant à financer de nouvelles recherches. En juin 2017, avec une entreprise géophysique de Varsovie, ils identifièrent 7 cavités souterraines pouvant correspondre à des tunnels avec un budget de 25 000 € pour un forage exploratoire. Bien que prévu pour 2018, Richter se retira du projet cette même année. Koper lui poursuivit ses travaux. En janvier 2019, lors de fouilles au palais de Struga, il découvrit des fresques du 16e siècle, cachées derrière un mur, une trouvaille importante pour le patrimoine culturel, mais sans lien avec le mystérieux train d'or nazi. Après l'échec des fouilles officielles de 2016 et le retrait de l'un des initiateurs du projet de nouvelles voies critiques émergèrent. L'une d'elles fut celle d'Igor Prelin, ancien membre des services de renseignement soviétiques. Dans une interview accordée au Daily Mail, il déclara n'accorder aucun crédit à l'hypothèse d'un train nazi caché en Silésie. Selon lui, l'armée rouge et les services spéciaux soviétiques menèrent de multiples recherches dans la région entre 1945 et la chute du bloc communiste sans trouver la moindre trace d'un convoi enfoui. Prelin présenta cependant une perspective plus inquiétante. Selon lui, les tunnels souterrains n'étaient pas destinés à stocker des richesses, mais à faciliter le transport secret de prisonniers,
pendant le régime nazi, notamment vers le camp de concentration de Grosshausen, situé à proximité. Et entre-temps, le projet RIAC reste un terrain plein de mystères. Le complexe encore largement inexploré offre un champ à diverses interprétations. Certains chercheurs soutiennent qu'une partie du train ou de sa cargaison pourrait encore reposer sous les décombres. D'autres estiment que cette histoire relève d'un phénomène culturel né du traumatisme de la guerre, de la fascination pour les mystères du Deuxième Reich et de l'économie du mythe. Quelle que soit sa véracité, la légende a laissé une marque visible dans la région. Elle a inspiré des documentaires, des publications, des recherches scientifiques et même des initiatives touristiques. À Wałbrzych, l'histoire du train a généré des emplois, des revenus et une identité locale bâtie sur le mystère. L'absence de preuves définitives n'a pas découragé ceux qui continuent de maintenir les recherches en vie. Si l'existence du convoi était un jour confirmée, l'État polonais deviendrait le propriétaire légitime de son contenu. Cependant, le Congrès juif mondial est intervenu rappelant que si de l'or, des bijoux ou des biens de valeur étaient trouvés, il est très probable qu'ils proviennent des pillages nazis perpétrés contre des citoyens juifs. Comme l'a déclaré Robert Singer, son directeur général, il serait nécessaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces objets soient restitués à leurs propriétaires légitimes ou à leurs descendants. Ken Frank, dans le réseau logistique du Reich, une histoire révélée trop tard. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la gare de Canfranc, située dans les Pyrénées aragonaises, connut ses années les plus intenses. C'est en 1942 et 1953, après sa réouverture suite à la fermeture causée par la guerre civile, que ce passage devint un nœud ferroviaire clé entre l'Espagne et le reste de l'Europe. La ligne d'Irun était sous contrôle allemand et celle de Portbou fut temporairement fermée à cause d'inondations. Cela fit de Canfranc la seule voie directe par laquelle l'Espagne pouvait maintenir des échanges avec d'autres pays durant ces années. Au cours de cette période, plus de 86 tonnes d'or importées de Suisse transitèrent par ces gares. De ce total, plus de 12 tonnes restèrent en Espagne, tandis que les 74 tonnes restantes furent envoyées au Portugal. L'or n'était pas toujours transporté par train. Des camions avec des plaques suisses arrivaient également leurs chauffeurs séjournant dans des hôtels voisins comme l'hôtel Maraco et l'hôtel Ara dans la région de Los Arañones où se trouvait la gare internationale. De là, les lingots étaient acheminés par voie terrestre jusqu'à Lisbonne, puis renvoyés à Berne depuis la capitale portugaise. Cette route était utilisée pour transporter une grande partie de l'or pillé par les nazis tant aux pays occupés qu'aux victimes des camps de concentration. Ce même passage servait également à expédier depuis l'Espagne et le Portugal des minerais comme le tungstène et le fer essentiel pour maintenir l'industrie de l'armement de Hitler. En échange de ces métaux, davantage d'or nazi blanchi dans les banques suisses pour apparaître légal affluait. Cet échange fut confirmé grâce à une série de documents découverts des décennies plus tard à la gare de Canfranc. Ils furent retrouvés par un citoyen français nommé Jonathan Diaz, qui les sauva alors qu'ils étaient déjà partiellement détruits et oubliés. Après la fermeture du tunnel ferroviaire en 1970 et la suppression du bureau des douanes en 1992, le lieu tomba dans l'oubli. Les services furent supprimés dans le cadre des nouvelles politiques de libre circulation au sein de l'Union européenne. Cependant, avec cela, bien plus fut perdu. Canfranc cessa d'être un point stratégique, un passage caché parmi les montagnes, qui fut autrefois crucial pour le transport de marchandises et l'approvisionnement de la moitié de l'Europe pendant la guerre. Sur les armoiries de Canfranc, on peut encore lire l'ancienne devise Rota Alto et Porta, un privilège royal accordé au 15e siècle. Il permettait aux habitants de percevoir une taxe sur chaque chargement ou troupeau passant leur pont. Le village était autrefois un lieu doté de sa propre douane, où bien avant la construction de la gare des taxes était perçue sur le transport de marchandises. Au Moyen Âge, entre le 11e et le 12e siècle, il existait un campum francum, un point de passage avec un moulin, un comptoir et un abri pour les pèlerins qui, au lieu de passer par Roncesvalles, traversèrent le Somport sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. La découverte des documents clés fut inattendue. Jonathan Diaz, un chauffeur de bus d'origine espagnole travaillant sur la ligne Oloron-Canfranc pour une compagnie française, profitait généralement de ses pauses pour se promener dans la gare en ruine. Par un jour de pluie en novembre 2000, il décida d'explorer le site comme il l'avait fait auparavant, mais cette fois, quelque chose attira son attention. Un tas de papiers éparpillés parmi les wagons abandonnés. Parmi eux, il trouva une feuille portant le sceau du ministère espagnol des Finances et l'inscription
Importation de lingots d'or. Il ramena les documents chez lui légèrement humides et vieillis, et en les examinant, il remarqua qu'ils concernaient le transport d'or dans les années 1940. Cette nuit-là, il dormit à peine. Il pensa que s'il les laissait là, la pluie les détruirait. Malgré le mauvais temps et la peur des contrôles de police, il décida de retourner en chercher davantage. Il prit des vêtements chauds, une lampe de poche et des sacs poubelles et retourna à la gare de nuit. La gare était déserte. On n'entendait que le vent et la rivière. Il passa par une entrée souterraine et l'écho de ses pas résonnait contre les murs. Il n'alluma sa lampe qu'après s'être assuré que personne ne le voyait. Il ramassa tous les documents possibles, les mit dans des sacs noirs et décida de les cacher près de l'église du village dans des buissons pour les récupérer calmement le lendemain. Lorsqu'il les retrouva, beaucoup étaient abîmés, certains collés les uns aux autres. Malgré leur état, Jonathan parvint à reconstituer une grande partie de leur contenu. Ce qu'il lut correspondait au récit de certains anciens du village. Des années plus tôt, des employés de la gare lui avaient raconté que de l'or était transporté sous la surveillance de soldats allemands, de gendarmes français et de la police civile espagnole. L'or était acheminé de la partie française de la gare vers la partie espagnole par un couloir souterrain, puis chargé dans des camions suisses. Cette image lui revenait à chaque fois qu'il passait près des rails abandonnés. Maintenant qu'il avait des preuves que tout cela était réel, il commença à rechercher des informations sur le commerce de l'or pendant la guerre. Sur Internet, il ne trouva que des mentions de quelques camions passant par Hendaye ou la frontière suisse. Les archives officielles en disaient peu à ce sujet. Il décida donc de questionner les habitants de Canfranc, en particulier les plus âgés, ce qui ne fut pas facile. Beaucoup refusaient de parler par peur des souvenirs. Certains demandaient de s'y révéler ce qu'ils savaient pouvait leur causer des ennuis. Jonathan remarqua que malgré le temps écoulé, la peur persistait. Le régime franquiste avait laissé une marque profonde dans la région. Après la guerre, Canfranc était perçu comme un lieu privilégié plein de vie où arrivaient des marchandises introuvables ailleurs dans le pays. C'était une île au milieu d'une Espagne appauvrie confrontée au rationnement. Le silence sur ce qui s'y était passé n'était pas fortuit. Peu à peu, certains anciens de Canfranc commencèrent à s'ouvrir. Jonathan obtint davantage de détails sur le transport de l'or et la vie à la gare pendant la guerre. Certains assuraient que des documents étaient encore conservés dans des maisons privées, mais personne ne voulait les montrer au grand jour. D'autres disaient que ce qu'il avait trouvé n'était qu'une partie de ce qui s'était passé et que beaucoup d'autres choses avaient été perdues ou délibérément cachées. Après la guerre, la surveillance dans le village était très stricte. On ne pouvait y résider qu'avec une autorisation spéciale. La police exigeait des garanties de personnes de confiance et contrôlait tous les déplacements dans la région. Canfranc était dans une zone de sécurité du régime franquiste. Pour visiter la gare, même pour quelques jours, il fallait obtenir un laissez-passer. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. Une personne vivant à Los Arañones qui n'y résidait pas depuis le 18 juillet 1936 devait être fonctionnaire ou prouver son emploi sous peine d'expulsion. Cela garantissait que seules des personnes loyales au régime séjournaient dans une zone où transitaient tant de marchandises précieuses. Avec le temps, la découverte de Jonathan fut rendue publique. Renfe, qui avait laissé la gare à l'abandon, réagit négativement. Au lieu de remercier pour la récupération des documents, ils l'accusèrent d'appropriation, considérant que les papiers appartenaient encore à l'entreprise. Ils exigèrent leur restitution. L'affaire fut portée devant le tribunal de Viaca. Entre-temps, des négociations secrètes furent tentées avec lui. Le Français n'a jamais nié avoir pris les documents. Cependant, il insistait sur le fait qu'ils étaient abandonnés, humides, éparpillés sur le sol, et que personne ne s'en souciait. Pendant des années, Renfe ne les avait ni protégés ni archivés. Il les avait simplement sauvés de la destruction totale. De nombreux habitants du village le soutinrent. Ils savaient que sans lui, tout ce matériel aurait été perdu à jamais. Grâce à ces documents, il fut établi qu'entre 1942 et 1943, plus de 86 tonnes d'or suisse transitèrent par Canfranc, dont une partie resta entre les mains du régime de Franco, tandis que l'autre continua vers Lisbonne. L'or souvent pillé aux Juifs ou aux banques des pays occupés par les nazis était échangé contre du tungstène et d'autres métaux extraits des mines espagnoles et portugaises. Ces matériaux étaient essentiels pour permettre à l'Allemagne de continuer à produire des armes. Les documents décrivaient en détail les dates, les quantités, les itinéraires et les entreprises impliquées. La majorité des transports s'effectuaient par des camions suisses entrant par Canfranc.
Ils traversaient le territoire français, non occupé, franchissaient les Pyrénées par cette gare et se dirigeaient vers Madrid ou Lisbonne. C'était un itinéraire long mais sûr à l'abri des bombardements et des contrôles alliés. Le trafic de marchandises à Quinfranc était si intense que la gare traitait plus de 1 000 tonnes de marchandises par jour dans les deux sens. C'était le point de transit le plus actif du pays. Tout ce qui ne pouvait passer par Irun ou Portbou passait par là. L'activité économique dans le village augmenta tellement que la population doubla. Les hôtels étaient pleins, les commerces ouverts, les restaurants fonctionnaient jour et nuit. C'était un monde à part alors que le reste de l'Espagne souffrait de la faim et des pénuries. Des années plus tard, lorsque Jonathan rendit tout public, il s'avéra que bien d'autres documents historiques se trouvaient encore dans un entrepôt postal, une salle séparée du bâtiment principal de la gare. Ils reposaient dans des paniers cassés humides éparpillés, sans aucun ordre. Les habitants du village tentèrent d'en récupérer une partie pour éviter leur destruction. Merci beaucoup et à bientôt pour les prochains épisodes. Douane. Lettres, télégrammes, factures données d'expédition postale et registres de voyageurs. Tout ce qui révélait la véritable histoire des événements à Canfranc avait presque entièrement disparu sans que personne ne s'en rende compte. La gare elle-même fut utilisée pendant des années comme lieu de tournage pour des publicités et des films sans aucune protection de son intérieur. Lors du Troisième Reich passa par Canfranc et le monde l'ignorait depuis plus d'un demi-siècle. La découverte fortuite de Jonathan Diaz révéla non seulement des documents oubliés, mais raviva également l'intérêt pour une partie occultée de l'histoire. Aujourd'hui, il est certain que cette gare de montagne entourée de neige et cachée parmi les sommets fut l'un des points de transit clés par lesquels passa une partie des richesses pillées par le régime nazi. Une route secrète entre la Suisse, l'Espagne et le Portugal, impliquant des gouvernements, des entreprises privées et des agences internationaux. Laure n'acheta pas seulement des armes, il acheta aussi le silence. On mène un village néerlandais sous les regards internationaux. Il acheta aussi le silence. Une carte dessinée à la main par un soldat allemand fut découverte marquée d'un X indiquant l'endroit présumé où les nazis auraient enterré une cargaison d'or. L'emplacement désigné se situait à la périphérie d'un petit village appelé Omeren, au centre du pays. Ce document suscita un vif émoi. La carte contenait des annotations et des lignes indiquant des routes et des arbres comme points de repère. Elle précisait que dans cet endroit précis était cachée une caisse contenant des pièces d'or, des bijoux, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Cette information n'était pas totalement nouvelle pour tout le monde. Dès 1947, les autorités néerlandaises avaient entendu parler de ce trésor et tenté de le retrouver sans succès. L'affaire fut alors classée dans les archives. Grâce à la publication officielle de la carte, l'histoire fut révélée au grand jour pour la première fois. La carte fut remise par un ancien soldat allemand qui affirmait d'avoir été témoin oculaire de l'enfouissement des caisses dans les derniers mois de la guerre. Il assurait que l'or provenait d'une succursale bancaire ou d'une caisse d'épargne à Arnhem et avait été caché sur ordre d'officiers nazis juste avant l'arrivée des Alliés. La carte fut retrouvée dans un vieux dossier portant le code MIT de 1942 qui contenait également des procès-verbaux d'interrogatoire de cet ancien soldat allemand, des notes de renseignement et des correspondances entre divers fonctionnaires. Tout indiquait qu'à la fin de la guerre, un petit groupe de soldats avait caché 3 caisses remplies d'objets pillés. L'objectif était d'empêcher leur saisie par les forces alliées. Les autorités néerlandaises avaient déjà tenté de retrouver ce trésor. En 1997, des fouilles furent menées exactement à l'endroit indiqué sur la carte, mais rien ne fut trouvé. À l'époque, il n'existait pas de technologie avancée comme les géoradars ou les drones, seulement des pelles, des plans rudimentaires et des témoignages manuscrits. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, l'enquête fut close et les documents rejoignirent les archives nationales. Des décennies plus tard, en 2023, lorsque les documents furent déclassifiés dans le cadre de la procédure annuelle de déclassification, la carte attira l'attention des médias internationaux. Les gens de tout le pays commencèrent à s'intéresser à cette histoire. Certains se rendirent au village avec des détecteurs de métaux, d'autres avec des pelles prêtes à chercher par leurs propres moyens. Cependant, le terrain était protégé appartenant à une zone naturelle et des fouilles ne pouvaient être menées qu'avec une autorisation officielle. La communauté historique d'Omeren demanda alors aux autorités de réaliser des fouilles sérieuses et supervisées. Ils ne voulaient pas que des curieux détruisent l'environnement naturel, ni que des chasseurs de trésors illégaux apparaissent.
La municipalité accepta cette demande et organisa une intervention archéologique avec le soutien de l'Institut néerlandais du patrimoine culturel. Les fouilles officielles à Omeren débutèrent le 1er mai 2023. Merci pour votre attention ainsi que des membres des services communaux locaux. Du matériel spécialisé, des scanners souterrains et des systèmes de détection d'objets métalliques enfouis furent apportés. Les travaux durèrent plusieurs jours. Plusieurs tranchées furent creusées au point correspondant aux indications de la carte originale. Les équipes travaillèrent avec précaution, contrôlant chaque couche de terre pour ne pas endommager d'éventuels objets cachés. Des échantillons furent prélevés des coupes du terrain photographiées et des registres détaillés furent tenus pour chaque mètre exploré. Le terrain avait changé avec le temps. Les arbres marqués sur la carte n'existaient plus. La terre était plus humide et meuble en raison des pluies printanières. Malgré cela, les archéologues localisèrent des zones correspondant aux indications de l'ancien soldat. Au total, au moins 3 zones de recherche furent ouvertes suffisamment profondes pour détecter d'éventuelles caisses ou structures enfouies. Mais rien ne fut trouvé. Ni pièces, ni bijoux, ni restes de bois ou de métal rouillé pouvant indiquer que quelque chose avait été enterré. Le résultat fut négatif. L'équipe conclut que s'il y avait eu une cachette à cet endroit, elle n'existait plus aujourd'hui. Une possibilité est que quelqu'un ait déterré la caisse des années plus tôt, peut-être lors des recherches de 1947 ou même plus tard sans documentation officielle. Une autre hypothèse est que la carte était erronée ou que le témoignage du soldat n'était pas entièrement précis. Il aurait pu exagérer ce qu'il avait vu ou mal se souvenir de l'emplacement exact après tant d'années. Il est aussi possible que les objets n'aient jamais été enfouis ou qu'ils aient été déplacés après la guerre. Cela ne peut être établi avec certitude. Malgré l'absence de découverte, les autorités considérèrent les recherches comme importantes et justifiées. Les fouilles furent menées conformément à toutes les autorisations et procédures officielles. Bien qu'aucun objet historique n'ait été trouvé, l'affaire fut considérée comme close du point de vue archéologique. La carte restera dans les archives publiques et sera accessible à quiconque souhaitera la consulter. Pendant les jours des recherches, des dizaines de journalistes visitèrent Omeren. Des clôtures furent installées pour tenir les caméras à distance du site des travaux. Certains habitants saisirent l'occasion pour partager ce qu'ils savaient. D'autres évitèrent de parler du sujet. Le village, habituellement calme la plupart de l'année, devint pendant quelques jours le centre de l'attention des médias mondiaux. Des articles parurent en anglais, espagnol, allemand et néerlandais. L'affaire suscita un débat sur la manière de traiter de telles histoires. Beaucoup se demandaient s'il fallait continuer à chercher le trésor ou le laisser au passé. Certains archéologues estimaient que s'il avait existé, il avait probablement été récupéré depuis longtemps par quelqu'un d'autre. D'autres pensent qu'il pourrait encore être là à une profondeur plus importante ou à un endroit légèrement différent. Ce qui est certain, c'est que la carte existe tout comme le témoignage et les documents officiels qui les corroborent. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'or. Tout ce qui fut trouvé, ce sont de la terre remuée, quelques vieilles racines et une multitude de questions sans réponse. Après la fin des fouilles, la carte devint un objet de curiosité historique. Dessinée au crayon sur du papier jauni, elle portait des lignes tracées à la main des noms de routes et un X marquant l'endroit où la caisse était censée être enfouie. L'écriture appartenait à un Allemand qui, selon les archives, fut interrogé par des fonctionnaires néerlandais en 1946 et 1947. Son témoignage servit de base à toutes les actions ultérieures. Ces documents mentionnaient également que l'or pouvait provenir d'une succursale bancaire d'Arnhem, pillée pendant les combats de l'hiver 1940. L'histoire raconte que lorsque les troupes allemandes commencèrent à se replier, certains officiers décidèrent de cacher les objets de valeur qu'ils ne pouvaient emporter. Ils choisirent un endroit en dehors de la ville calme et facile à mémoriser les environs ruraux d'Omeren. La carte resta conservée dans les archives néerlandaises pendant plus de 75 ans. Seule une poignée de personnes connaissaient son existence. Elle ne fut rendue publique qu'avec la déclassification massive de documents en janvier 2023, lorsque des milliers de documents liés à la guerre furent dévoilés. Cet événement est courant aux Pays-Bas, où de nouvelles archives de la période de guerre sont rendues publiques chaque année. La réaction fut immédiate. La carte devint virale. Elle apparut dans des médias comme la BBC, CNN, Reuters, The Guardian. Elle fut également relayée par des chaînes locales comme NOS et Omroep Gelderland.
Sur les réseaux sociaux, certains commencèrent à échafauder des théories comparant l'affaire à des films d'aventure. D'autres publièrent des itinéraires ou des coordonnées cherchant des similitudes sur Google Maps. Cependant, les autorités furent claires dès le départ, les recherches ne pouvaient se faire que sous contrôle officiel. Merci beaucoup et à bientôt. Qui pourrait encore se trouver sous terre? L'Institut néerlandais du patrimoine culturel estima que l'affaire avait été menée correctement. Aucun trésor ne fut trouvé, mais des recherches sérieuses, documentées et respectueuses furent réalisées. Les experts rappelèrent qu'en archéologie, il ne s'agit pas toujours de trouver des objets, mais de confirmer des faits. Dans ce cas, il fut confirmé que le site avait été examiné et qu'il n'y avait aucune preuve que l'or s'y trouve encore. À Omeren, la vie reprit son cours normal. Certains habitants croient que l'histoire est vraie et que le trésor fut emporté il y a des décennies. D'autres pensent qu'il n'a jamais existé. Certains encore considèrent tout cela comme une légende locale qui a pris de l'ampleur avec le temps. Mais la carte existe toujours, numérisée, cataloguée et accessible à quiconque souhaite la voir. Ce qui resta de cette affaire fut plus qu'une simple chasse au trésor. Elle montra comment une feuille oubliée dans une archive peut raviver une histoire du passé. Elle prouva également que l'intérêt pour les traces du Troisième Reich est toujours vivant et qu'il reste des chapitres non clos de cette époque. L'or nazi réel ou non fit à nouveau les gros titres grâce à une carte dessinée il y a près de 40 ans. Pour l'instant, à Omeren, il n'y a pas d'or, seulement de la terre remuée, une histoire troublante et une croix sur une vieille feuille de papier qui continue de circuler à travers le monde.